14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et aujourd'hui on va évoquer la chirurgie, j'allais dire esthétique, mais en fait c'est pas tout à fait ça. Je dirais plutôt la chirurgie réparatrice, parce qu'on va pas spécialement parler de la chirurgie des seins, on va parler de la chirurgie réparatrice des organes génitaux. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que de nombreuses femmes ont été mutilées. Il y a 140 millions de femmes qui ont été excisées dans le monde. Le chiffre fait froid dans le dos. Et puis il y a d'autres opérations réparatrices, notamment après une mauvaise épisiotomie avec des cicatrices qui continuent à faire mal. Quand peut-être sur le plan esthétique, les grandes lèvres ne sont pas de la même longueur. Enfin, il y a énormément de choses qui concernent le sexe féminin. Alors on n'oubliera pas évidemment les hommes. D'abord parce que si la femme a mal lors de rapports sexuels, ça concerne tout particulièrement l'homme aussi, bien sûr, mais il y a peut-être aussi des opérations réparatrices pour le sexe masculin. Tout ça, on va le voir avec quelqu'un qui est maintenant, qui devrait maintenant être à la retraite, mais qui préfère continuer à faire du bien aux femmes en continuant justement à réparer le sexe des femmes. C'est Xavier Latouche qui est avec nous, chirurgien plasticien et esthétique, spécialisé en chirurgie sexuelle intime et réparatrice. Rien que ça. Donc, si vous avez envie de témoigner ou de poser des questions, si vous avez vous-même subi une opération ou si vous avez envie de savoir comment faire, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Xavier Latouche donc est avec nous. Alors il a déjà un appel, c'est formidable. Xavier Latouche, vous avez déjà un appel. Bonjour Xavier. Bonjour Brigitte. En fait, vous étiez en train d'éteindre votre portable. Bah oui, vous n'êtes pas un habitué. Vous venez pas assez souvent me retrouver, alors vous n'avez pas l'habitude d'éteindre votre portable, c'est ça ? Et pourtant, Dieu sait que c'est un plaisir de vous rejoindre. Mais c'est un plaisir partagé. Alors d'abord, je voulais vous féliciter parce que c'est remarquable ce que vous faites. Je sais que maintenant vous avez un site Amis Plus, Amis comme les amis mais sans S, plus.net, où on peut voir où est-ce que vous opérez. Et c'est vrai que c'est Pierre Foldès, le premier, je crois, en France, qui a évoqué ce sujet délicat. C'est le premier chirurgien qui a réparé les femmes. Voilà, Pierre Foldès à Saint-Germain-en-Laye a donné les premières indications pour la réparation des femmes mutilées pour des raisons traditionnelles. Et il permet de reconstruire un clitoris parce que, heureusement, les exciseuses connaissent mal l'anatomie et que finalement on n'excise qu'une petite partie la surface, de ce précieux organe et qu'à partir de ce qui reste, on peut reconstruire un clitoris qui soit à la fois esthétique et fonctionnel. Et puis il y a également toutes ces femmes qui ont eu des épisiotomies pas tout à fait, qui se sont pas tout à fait bien réparées, que vous pouvez à nouveau améliorer. Il y a ça. Il y a aussi des questions esthétiques parfois. Quand on a une vulve vraiment disgracieuse, on n'a pas envie de se montrer nu devant un homme. Il y a l'esthétique et la fonction. Il y a un vilain terme qui prévaut chez nous qui s'appelle la béance vaginale. C'est pas beau, c'est très évocateur, hélas. Et c'est pas très érotique, non ? Ça dit bien ce que ça veut dire. Par contre, c'est-à-dire que il y a plus de possibilité de se resserrer, d'être vivante. Si tu veux, cette vulve n'est pas vivante. Et donc Oui, parce que quand on est au repos, si je puis dire, notre vagin est fermé en quelque sorte, grâce aux petites et aux grandes lèvres, et parfois donc tout ça se reste ouvert. Oui, puis il y a un muscle qui fait le tour, qui est un muscle circulaire, orbiculaire, qui s'appelle le muscle bulbo-caverneux, et ce muscle bulbo-caverneux qu'on peut contracter à volonté, et qui n'a plus sa continuité, qui n'est plus intègre. Et si ce muscle n'est plus intègre, il n'y a plus de possibilité, effectivement. Et c'est juste parce que tout d'un coup, ça me vient à l'idée comme ça, et je veux toujours en savoir plus. Est-ce que c'est ce muscle qui, justement, reste très fermé en cas de vaginisme ?
Ou c'est encore autre chose? Non, il en fait partie. Dans le vaginisme, il y a l'association de tous les muscles des 3 plans périnéaux, donc et en particulier les releveurs de l'anus, mais il y a aussi effectivement le muscle bulbo-caverneux qui rend l'intromission totalement impossible. Bon, on va parler de tout ça avec vous, bien sûr, sur Sud Radio, et puis on donnera la parole aussi à un moment donné à Gérard Swang qui veut pousser son coup de gueule parce qu'il trouve qu'on agresse trop la vulve des femmes, et ce sera certainement un moment d'échange tout à fait chaud et chaleureux avec Xavier Latouche. Mais tout de suite, on va lui donner la parole parce qu'on est vraiment dans le cœur du sujet. Isabelle Gillette-Faye, bonjour. Oui, bonjour. Merci de réagir sur Sud Radio. Vous êtes directrice de GAMS, groupe Femmes pour Abolition, Mutilation Sexuelle et Mariage Forcé, c'est bien ça? Tout à fait. Bravo, félicitations. Il y a du boulot encore, même en France. Beaucoup. Oui, il y a du boulot même en France, oui, au quotidien, malheureusement. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, Isabelle? Alors, de dire que c'est une thématique, on se dit maintenant, c'est derrière nous, ça ne concerne plus beaucoup de femmes, il y a des progrès, ce qui est vrai, tout à fait. Il y a des progrès, on le voit avec la chirurgie réparatrice, on voit avec la prévention, on le voit avec l'information, mais au final, il y a encore des femmes qui sont excisées. On sait qu'on a 200 millions de femmes dans le monde qui sont excisées. Excusez-moi un instant. Je vous en prie. 200 millions de femmes dans le monde qui sont encore excisées, 60 000 qui vivent en France, 11% de leurs filles encore elles-mêmes mutilées et 30% d'enfants encore menacés. Donc on voit très bien que on a encore besoin. Vous dites 60 000 femmes en France. Oui, résidents en France. Résidents en France. Oui, résidents en France qui ont subi un ou plusieurs types de mutilations sexuelles féminines, sachant que ça va de l'excision jusqu'à l'infibulation. Bien sûr, et là c'est vraiment une mutilation encore plus grave. Je voudrais juste comme ça rendre hommage à Katusha parce que j'avais eu le plaisir de la rencontrer et c'était une femme remarquable, c'est une ancienne mannequin qui elle-même avait été excisée, qui avait sorti un livre. Et elle me disait d'ailleurs que elle avait fait exciser ses filles et qu'évidemment elle s'en voulait, mais encore une fois, parce que l'information ne circulait pas. J'imagine bien que si l'information avait circulé mieux, elle ne l'aurait pas fait. Et je crois que c'est important de rappeler que ça existe encore en France. Alors très souvent, évidemment, elles sont, on emmène les petites filles à l'étranger et l'opération se fait à l'étranger, je suppose, Isabelle. Oui, non, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, Xavier Latouche, ça se fait encore en France? Hélas, oui. Et il y a des voyages qui sont organisés pour des exciseuses qu'on fait venir, notamment du Mali et du Burkina Faso, qui viennent, pour lesquels on prévoit 20, 30 excisions, qui sont payées grassement pour le faire et qui repartent avec des sommes rondelettes en Afrique, après avoir mutilé un certain nombre d'enfants ici. Alors je précise évidemment que c'est interdit par la loi en France, c'est un crime, il faut bien le préciser. Alors ce qui est compliqué, Isabelle, comment en France on peut lutter contre ça? Qu'est-ce que vous faites vous en tant que directrice de cette association GAMS? Alors nous, on fait de l'information directement auprès des personnes concernées, que ce soit les adultes, dans les centres de protection maternelle et infantile, les centres sociaux, les maternités, les centres d'accueil pour femmes victimes ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. On fait de la formation, beaucoup de formation des soignants, que ce soit des médecins, des infirmières, des sages-femmes ou des travailleurs sociaux, formation initiale comme formation continue. On anime également des sensibilisations en milieu scolaire, parce que nous paraît aussi important de sensibiliser les plus jeunes. Et puis, on édite de la documentation ou des outils sur le sujet. On intervient à l'international avec différents partenaires parce que c'est-à-dire que on ne peut pas agir seul en France. Il faut comprendre que c'est un problème transnational, donc il faut pouvoir avoir des moyens d'action dans différents pays. Et est-ce que vous êtes vous informez également qu'il y a des possibilités de faire des opérations réparatrices?
Oui, bien sûr, ça nous paraît absolument essentiel. Depuis 17 ans, on va dire à peu près que cette chirurgie a été popularisée et médiatisée. On a au quotidien, nous, des appels régulièrement, effectivement, de femmes qui sont demandeuses soit d'informations sur comment ça se passe, comment c'est remboursé, quelles conséquences pour moi. Voilà, donc on travaille avec un certain nombre de partenaires répartis sur l'ensemble du territoire français, parce que ça ne concerne pas que les personnes en région parisienne. Et on essaie de travailler avec le plus grand nombre, effectivement, pour qu'elles aient une prise en charge pluridisciplinaire, donc à la fois des psychologues, des sexologues et des médecins, bien évidemment, qui puissent les accompagner dans leur démarche de réparation. Alors, il faudra certainement vous mettre en relation avec Xavier Latouche, Isabelle Gillette-Faye, parce que Xavier Latouche, depuis qu'il est là à la retraite, travaille en Tunisie et donc peut plus facilement opérer des femmes qui ne seraient pas européennes, parce que ce serait plus simple, il n'y aurait pas de problème de permis, enfin bref. Donc, ce serait peut-être intéressant que vous vous mettiez en relation l'un et l'autre. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, parce que en fait, l'avantage d'être en France, c'est de pouvoir être réparé, pris en charge, être réparé presque gratuitement. Mais ça représente une minorité de ces femmes mutilées. La majorité se trouve en Afrique, au Moyen-Orient, en Égypte, et ces patientes, enfin ces victimes, n'ont pas souvent de visa Schengen et n'ont pas les moyens de venir se faire opérer en France, qui est très coûteux. C'est pourquoi nous avons cette alternative qui permet de se faire opérer dans un autre pays où les frais médicaux sont moins élevés et qui ne demandent pas de visa pour la plupart des ressortissants de l'Afrique. Absolument. Oui, complètement, c'est absolument essentiel. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de médecins aussi dans les pays d'origine qui se sont formés à la technique de réparation, effectivement, parce que, effectivement, évidemment, le plus grand nombre de femmes se trouvent directement dans les pays d'origine et celles qui, en premier lieu, ont besoin d'avoir accès à cette médecine qui leur ouvre quand même, j'ai envie de dire, un avenir différent. Tout à fait. Et nous organisons également des missions pour aider les praticiens, les gynécologues sur place à faire des réparations. En règle générale, Isabelle, quand les femmes ont été excisées, est-ce qu'elles en sont réellement conscientes ou est-ce que elles découvrent la sexualité sans trop savoir comment fonctionne Alors, vous me direz, il y a beaucoup de femmes qui sont pas excisées et qui savent pas non plus. Hein. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on est à peu près à 50% des victimes qui sont excisées avant l'âge de 5 ans. Donc, même si on sait qu'il y a encore des femmes de 15 ans et plus qui subissent des mutilations, mais l'immense majorité, donc c'est avant 5 ans. Donc, pour certaines, il n'y a pas du tout de mémoire auquel elles peuvent faire référence. Donc, parfois, elles le découvrent effectivement à l'occasion d'un accouchement ou d'un suivi gynécologique, voire parfois, ça peut leur être effectivement leur premier partenaire sexuel peut leur en faire la remarque. Ce qui peut parfois être le cas aussi. Donc elles n'en ont pas toute conscience. C'est pas quelque chose d'automatique. Oui. Et moi, ce qui m'avait beaucoup étonnée quand j'en avais parlé à des médecins et des gynécos, certains ne sont pas réellement aptes à voir si une femme a été excisée. Ça m'avait quand même assez surprise. Oui, nous aussi, ça a été une grande découverte. En 2006, on a obtenu du ministère de la Santé d'avoir dans le curricula des médecins, des sages-femmes et des infirmières en formation initiale en France un module consacré aux mutilations sexuelles féminines, parce que ça nous paraissait effectivement essentiel que les professionnels de santé soient en mesure d'informer les femmes à la fois sur ce qu'elles avaient subi et puis ouvrir effectivement des perspectives si on parle en termes de chirurgie réparatrice. Mais le plus important pour nous, c'est aussi la prévention, c'est-à-dire qu'une femme qui vient d'accoucher, qui a été mutilée, certaines il faut qu'elles en prennent conscience parce qu'elles sont en mesure ensuite de protéger leur enfant. Donc ça, c'est aussi un geste de prévention qui nous paraît essentiel. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est vrai que si elle a été excisée et que dans sa famille, on l'oblige en quelque sorte également. Exactement. Oui, il faut absolument là donner une information claire. Oui, complètement. Oui, je voulais préciser un point qui est quand même très intéressant. C'est que disons les MGF, ces mutilations sont pratiquées pour les femmes, par les femmes. Et c'est vraiment
un problème féminin. Je regrette presque d'être un homme et d'en parler, parce que, entre guillemets, c'est pas notre problème. C'est-à-dire que les hommes n'interviennent pas dans les décisions qui sont prises de faire exciser un enfant, une enfant. C'est toujours les mères, les grandes sœurs, les grands-mères, et ce sont les femmes qui sont à la fois victimes et prescripteurs. Et donc, c'est sur l'éducation des femmes avant tout qu'il faut agir. Vous travaillez, bien sûr. Même si sur le fond, les hommes sont quand même les bénéficiaires bienveillants et silencieux et passifs. Mais ce ne sont pas eux qui sont les promoteurs de la technique. Oui, je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est le problème de la culture, en fait. On touche une culture ancestrale, et c'est pour ça que c'est si compliqué. On sait à quel point c'est compliqué de faire bouger les cultures. Vous êtes d'accord, Isabelle? C'est vraiment une culture. Pour devenir une femme dans ces cultures-là, il faut être excisé. Complètement. C'est-à-dire qu'une mère qui ne le ferait pas à son enfant serait une mère qui serait une mauvaise mère. C'est-à-dire mais moi, je ferais le parallèle, même si évidemment ce n'est pas une mutilation, mais je ferais le parallèle avec la circoncision. C'est très compliqué pour un homme de ne pas pratiquer une circoncision sur son fils. Il aurait l'impression de ne pas lui transmettre son identité d'homme. C'est pareil moi j'ai déjà eu des débats sur la circoncision donc des hommes. Je ne fais pas le parallèle avec l'excision. Attention. Encore que. Vous avez le droit de dire oui. Xavier Latouche, vous avez la parole. Mais on voit bien, c'est pareil. Il y a le même poids de la culture. Sur le plan symbolique, oui, on est sur des choses qui sont d'ordre de l'identité et effectivement de l'appartenance culturelle et après, il y a aussi, dans les pays anglophones, les hommes peuvent être aussi acteurs, ou si je prends l'exemple de l'Égypte, où plus de 50% des excisions sont pratiquées par des médecins ou des professionnels du corps médical. Pareil pour l'Indonésie, où la majorité est pratiquée par des professionnels de santé. On voit bien aussi que c'est pas aussi simple que ça, cette division, cette séparation femme-homme par rapport à l'opération, par rapport à la mutilation. Donc, je pense qu'il y a aussi un rôle qui peut être joué par les uns et par les autres. Bon, en tout cas, il faut informer et rappeler que le corps de l'enfant lui appartient et que c'est pas aux adultes de décider de ce qu'on va lui faire subir ou pas. Je peux vous raconter une jolie histoire? Mais absolument, je suis preneuse. Voilà, vous allez nous la raconter dans un instant, Xavier Latouche. On va laisser un petit peu de suspense. Comme ça, je vais pouvoir remercier vraiment Isabelle Gillette-Faye d'abord d'avoir pris la parole sur Sud Radio, mais surtout de travailler dans une belle association. Vous êtes directrice de GAMS, groupe Femmes pour abolition des mutilations sexuelles et des mariages forcés. Mariage forcé, ce serait un tout autre débat, mais ce serait tout aussi important. Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Xavier Latouche. Aujourd'hui, on évoque les réparations génitales. Oui, je crois qu'on peut dire ça, Xavier Latouche. Avec vous, donc, vous êtes chirurgien plasticien et vous avez envie de nous raconter une petite histoire. Alors, une petite histoire vraie qui m'est arrivée qui m'a été racontée il y a quelques semaines par la femme d'un haut dignitaire africain. Je n'en dirai pas plus. Non, c'est pas utile. Qui, quand elle était jeune, a été excisée dans un pays où on fait des excisions extrêmement larges, qu'on appelle donc les excisions pharaoniques, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et elle a eu, bien entendu, un mariage difficile, une sexualité difficile, des accouchements difficiles. Mais surtout, elle a été excisée vers l'âge de 10-12 ans à peu près. Donc à un âge où elle était parfaitement consciente de ce qu'on lui faisait. Il me semble que c'est encore pire. Oui. C'est encore pire parce qu'elle en garde le souvenir à terme, à long terme. Et quelques semaines après, une année après son excision, sa sœur devait partir également pour se faire exciser. Et cette petite bonne femme de 12 ans ou 13 ans s'est mise en travers de la porte devant sa mère et a dit: si tu emmènes ma sœur se faire exciser, tu ne me verras plus jamais, je m'enfuis, tu ne me verras plus jamais. Et elle a réussi à convaincre sa mère de ne pas faire exciser sa petite sœur. Et voilà, je pense que c'est un exemple qui pourrait être
racontée et suivie Oui, par... c'est une belle histoire Oui. parce que ça montre bien à quel point elle a senti ce que ça signifiait et que malgré son jeune âge, elle a pu transmettre à sa mère toute l'importance de laisser sa petite sœur devenir une vraie femme. Tout à fait, c'est un bel exemple de courage et de Oui, absolument. C'est une belle histoire. détermination. Alors, on a évoqué la circoncision il y a un instant, et ben c'est Sophie qui veut réagir sur ce sujet ô combien délicat. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, allez-y, je vous en prie. Alors moi, ce que j'aimerais expliquer, c'est qu'il existe des hommes en très grande souffrance à cause de leur excision. Et ça, en France, on n'en entend absolument jamais parler. Les conséquences de la circoncision sont à la fois sur le plan physique, mais aussi psychologique ou sexuel. Et on s'aperçoit également que le corps médical semble ignorer un certain nombre de choses sur ce point. Par exemple, j'ai affaire de temps en temps à des mamans qui disent le pédiatre a décaloté de force mon petit garçon, il saigne, je ne sais pas quoi faire, je voudrais porter plainte contre ce médecin. Donc on voit que des pédiatres ne savent pas qu'il ne faut absolument pas toucher le zizi d'un petit garçon et le laisser se développer normalement, jouer avec et qu'il saura le décaloter le moment venu. Oui, enfin ça c'est peut-être un petit peu trop, comment dirais-je, dans un sens, c'est pas assez au juste milieu. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, Sophie, que enfin j'entends ce que vous dites et je ne suis pas en train de le contredire, mais qu'est-ce qui vous fait dire que beaucoup d'hommes souffrent dans leur corps et dans leur tête de la circoncision ? Je me suis rapprochée d'une association qui est la seule en langue française que l'on puisse trouver, qui essaye de donner des informations sur la circoncision à partir d'études qui sont faites un peu partout dans le monde. Et à l'occasion de la rencontre avec cette association, j'ai été en contact avec énormément d'hommes qui viennent raconter leurs souffrances. La souffrance de certains va jusqu'à avoir été dans l'impossibilité d'avoir pu avoir une érection suffisante pour avoir des relations sexuelles, par exemple. Des hommes qui ont physiquement, je pense que le docteur pourrait probablement expliquer un peu plus ça, des circoncisions qui se sont pas forcément très bien passées. On en a enlevé un peu plus de peau, par exemple, donc le sexe se retrouve Alors on va courbé. prendre une chose à la fois parce que je crois qu'on est sur un sujet très sensible et il faut faire attention à ce qu'on dit. Les hommes qui se plaignent de ne pas avoir suffisamment d'érection parce qu'ils ont été circoncis, je pense que la circoncision a bon dos. Il y a des tas d'hommes qui ont des problèmes d'érection et qui sont pas forcément circoncis. Après, c'est vrai qu'on a souvent tendance à trouver j'allais dire le bouc émissaire et en l'occurrence ça peut être la circoncision. Encore une fois, peut-être que la circoncision a provoqué un malaise psychique et qu'ensuite il y a des problèmes d'érection. Mais en soi, Xavier Latouche, la circoncision n'empêche pas l'érection. Soyons clairs. A priori, il n'y a pas de raison, à moins qu'il y ait eu vraiment un manque de cutané important. Ce que j'ai vu, ça existe. Oui, c'est ce que vient de dire Sophie en deuxième cas. Bon, oui. c'est quand même relativement rare, ou qu'il y a eu des nécroses ou des infections après la circoncision. Par contre, il faudrait bien différencier deux choses. D'une part, ce qu'on appelle les circoncisions rituelles, qui sont liées à la croyance ou à la religion ou à la tradition de certaines origines, de certaines cultures. Et qui sont faites donc très tôt et qui enlèvent la totalité du prépuce. Ça, c'est la circoncision rituelle. En principe, il n'y a pas de séquelles, ou il n'y a pas, en tout cas, de complications si ça a été fait suffisamment bien. Et puis, on parle bien je précise, on parle bien de culture et non pas de religion, parce que par exemple aux États-Unis, il y a énormément d'hommes circoncis et c'est pas forcément tous de la même religion. Tout à fait. Important de le préciser en ce moment. Tout à fait. Mais je veux dire qu'ils sont sans nécessité absolue. Voilà, c'est par culture et non pas par nécessité. Et là, vous allez parler ensuite du phimosis, j'imagine. Et ensuite, il y a la circoncision médicale qu'on appelle la postectomie et qui consiste non pas à exciser la totalité du prépuce, mais à n'exciser que la partie muqueuse du prépuce, la partie interne du prépuce, qui est celle qui rétrécit,
Et si on pratique cette intervention, a priori, on ne doit pas avoir de manque cutané, au contraire. Et par contre, cela est rendu nécessaire par des infections, des difficultés d'hygiène de l'intérieur du prépuce et du gland. Par contre, je suis tout à fait d'accord, il n'est jamais nécessaire d'avoir une attitude brutale vis-à-vis d'un enfant, ça c'est clair. Bien sûr, mais en même temps, décaloter, c'est nécessaire aussi pour que, si jamais il y avait justement un problème de phimosis, on s'en rende compte assez tôt. Enfin, je sais pas, encore une fois, moi j'essaye de me faire l'avocat et ne pas prendre parti. Oui, vous êtes toujours à l'antenne, Sophie, vous pouvez intervenir à tout moment, il n'y a pas de souci, allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est que en France, on est les champions du phimosis. Il y a à peu près 14% des petits garçons qui sont circoncis en France, alors que dans les pays nordiques, on est aux environs de 1%. C'est déjà pour faire une différence importante quand j'évoquais le corps médical tout à l'heure. Et puis, l'âge moyen de décalotage d'un petit garçon, c'est 10 ans et 4 mois. Donc, en dessous de 10 ans, ça reste encore normal de ne pas pouvoir décaloter. Ensuite, le phimosis, s'il existe, vers 13-14 ans, on peut faire de la kinésie et arriver à étirer la peau de façon à pouvoir laisser le gland être décaloté. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de bistouri rapidement, précocement et inutilement. Et oui, ça, je pense dans nos pays voisins, on le fait je pas. pense que on vous laisse avez, faire les choses. Voilà. Je pense que vous avez raison, ça là-dessus. J'ai pas de doute. On est de toute façon pour plein de sujets assez rapidement en train d'utiliser le bistouri de toute façon. Xavier Latouche. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'un enfant qui ne décalote pas à 2 ans, ça n'a rien d'extraordinaire. Non, bien sûr, 2 ans, certainement pas. Voilà. Par contre, un certain nombre d'interventions également sont pratiquées sous la pression de la mère qui veut voir son fils décaloter. Et là encore, c'est une question d'éducation et d'instruction. Et oui. Exactement, il faut instruire. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle beaucoup plus en France. Et je reviens encore sur la souffrance de ces hommes. Un homme ne va pas aller raconter ça facilement. Cette notion de virilité. Ils sont souvent honte. Ils parlent qu'ils ont été violés. C'est un mot qui revient très souvent, cette notion de viol. D'autres nous disent que jamais aucune femme ne touchera mon gland. Même ma femme, 35 ans après notre mariage, ne m'a jamais touché. Je ne l'ai jamais autorisée à me toucher. On voit qu'ils ont beaucoup de blocages qu'ils mettent, alors je reviens sur ce que disait Brigitte tout à l'heure, qu'ils mettent sur leur circoncision. Après, il faudrait faire une psychothérapie un peu poussée pour voir quelles en sont les raisons peut-être profondes, mais quand même, ces hommes en souffrance existent et on oublie de dire que le prépuce est la principale zone érogène externe. Le docteur a parlé tout à l'heure d'une circoncision idéale, on n'enlèverait que la partie nécessaire, mais on voit encore des hommes adultes circoncis aujourd'hui qui, après la circoncision, on leur a enlevé tellement de peau qu'ils ne peuvent plus avoir d'érection. Tout à fait vrai. Ça, c'est vrai. Oui, c'est tout à fait exact. Moi, j'ai vu un certain nombre de patients comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec votre avis. De toute façon, Sophie, quoi qu'on en dise, excision, circoncision, à partir du moment où on touche à une partie intime d'un enfant, quelque part, c'est une violence sexuelle. Je suis désolée, mais alors après, elle est plus ou moins grande, elle est plus ou moins justifiée, mais c'est de toute façon on touche quand c'est nécessaire. On est d'accord, mais si c'est pas nécessaire, si c'est pour des questions de culture, faut peut-être quand même un petit peu avancer. Une culture, ça, c'est fait pour évoluer quand même. Oui, et puis sans se référer à une culture seulement, si on se réfère simplement au darwinisme, il est évident que tout ce qui ne sert à rien disparaît spontanément. Et le prépuce n'est pas en voie de disparition, le clitoris non plus. Aux dents de sagesse et le clitoris non plus. Donc, il n'y a aucune raison pour que nous conservions quelque chose qui ne sert à rien. Ça sert forcément à quelque chose. Et quel est le rôle, la fonction du prépuce? C'est de protéger le gland contre les agressions thermiques, chimiques et autres. C'est un rôle de protection qui n'existe plus après circoncision et surtout qui permet de préserver la sensibilité de la base du gland
qui est à un seuil très abaissé chez les sujets circoncis. Obligatoirement, puisque justement, il y a plus. C'est comme si on a enlevé le capuchon du clitoris. Il y a un frottement permanent avec le sous-vêtement. C'est comme si on a enlevé le capuchon du clitoris. Exactement. Le clitoris, à force, il se blinderait un petit peu des sensations. Voilà. Je crois, Sophie, vous êtes d'accord avec cette comparaison? Oui, tout à fait. On peut aller même beaucoup plus loin. Des femmes témoignent qu'elles ont également beaucoup moins de plaisir, qu'elles peuvent elles impliquent la circoncision de leur conjoint dans le fait qu'elles aient moins de plaisir. Et quand on discute avec ces hommes, on se rend compte que comme ils ont beaucoup moins de sensations, ils savent beaucoup moins guider leur compagne pour atteindre le plaisir. Donc oui, mais alors là, il suffit de la rééduquer. Oui, mais Sophie, là, je pourrais donner un argument totalement contraire. On sait qu'il y a moins d'hommes qui ont des plaisirs rapides quand ils sont circoncis que ceux qui sont pas circoncis, parce que justement la sensibilité est moins grande. Donc là, si on commence à rentrer dans ce débat-là, je parle pas de la durée. Je parle pas de la durée. Je parle de. Si, la durée, ça. Non, je ne parlais pas de la durée. Je ne parlais pas de la durée. Excusez-moi, Sophie, j'ai bien compris que vous ne parliez pas de la durée, mais la durée a quand même une conséquence sur le plaisir du féminin, en règle générale. Alors, je ne parlais pas de cela, mais on va retrouver aussi chez les hommes circoncis des hommes qui ont, alors probablement, je suis pas médecin, mais probablement peut-être liés à une cicatrice qui est douloureuse. On va retrouver également beaucoup d'hommes qui se retrouvent avec des problèmes d'éjaculation précoce après leur circoncision. Ça, on peut le voir avec des témoignages d'hommes circoncis à l'âge adulte. Non, ça c'est pareil. Je pense pas qu'on puisse retenir. Mais enfin, encore une fois, vous êtes dans une association où vous rencontrez des hommes qui souffrent à cause de la circoncision. Donc forcément, vous avez des tas d'exemples. Mais on est quand même dans une partie un petit peu. Si vous voulez, comment dirais-je, vos statistiques sont un peu faussées de fait que ce sont des hommes qui en souffrent et tous les hommes, heureusement, ne souffrent pas de la circoncision. Je n'ai pas dit que tous les hommes en souffraient. J'ai dit qu'on ne sait pas qu'il existe des hommes qui en souffrent et on voit probablement des hommes dont la souffrance est supérieure à certaines femmes excisées. Le docteur parlait des excisions pharaoniques. Il y en a des excisions qui sont beaucoup plus légères, qui sont uniquement par exemple une petite piqûre. Donc on va retrouver des hommes qui sont en bien plus grande souffrance que des femmes excisées et ça ne se fait pas. Voilà, c'est ça que je voulais surtout apporter comme témoignage. Eh bien, c'est très bien parce que justement, vous l'apportez ce témoignage-là. Et puis, s'il y a des hommes qui ont envie de témoigner, on leur donnera évidemment la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Et je trouve que, en effet, votre témoignage, c'est la première fois que j'entends une femme qui témoigne et je trouve que c'était vraiment intéressant. Et en plus, c'est sur Sud Radio. Merci beaucoup. On est à peu près 20% de femmes dans cette association, donc c'est quand même un sujet qui intéresse énormément les femmes. Mais absolument, on s'intéresse au pénis, Sophie, je vous le confirme. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris la parole. Xavier Latouche, voulait peut-être ajouter quelque chose sur ce sujet ? Je voulais simplement dire que cette association me paraît effectivement extrêmement utile. On n'en parle pas et c'est un sujet qu'il est très intéressant d'évoquer, de souligner. C'est comme les hommes battus, c'est comme etc. Ça existe et c'est important de le dire. Absolument, les hommes aussi ont leur souffrance et c'est vrai qu'on a un peu trop tendance aujourd'hui à considérer que vous êtes toujours du sexe fort, dur, sans émotion, sans souffrance, mais non, je sais que vous êtes aussi des êtres particulièrement sensibles et je suis toujours ravie d'écouter vos émotions sur Sud Radio 0826 300 300. Allez, une petite positive attitude, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce thème, croyances et certitudes. En fait, il y a une grande différence entre nos croyances et nos certitudes. Et il suffit d'observer notre comportement. Est-ce qu'on a tendance à croire ou est-ce qu'on est sûr de ça? Vous voyez, on vient de parler de choses qui sont plutôt de l'ordre de la croyance. Et les certitudes, c'est quelque chose d'autre. Et on a souvent tendance à confondre les deux. On a souvent tendance à penser que nos croyances sont des certitudes. Non, une certitude, c'est quelque chose qui a été vérifié de manière soit par notre expérience, soit parce que la science nous a montré que c'était la vérité. Mais attention, ne pas prendre nos croyances pour des certitudes. Très intéressant thème. Eh ben oui. Très intéressant thème. L'illustration de ce que vous dites, c'est l'étudiant qui sort d'une grande école, oui. Qui, en sortant de sa grande école, peut avoir ses connaissances sont des certitudes. Si le temps passant et dans son exercice professionnel, 10 ans passent sans qu'il ait fait de recyclage et d'enseignement post-universitaire, eh bien 10 ans après,
Il aura des croyances, mais ce ne seront plus des certitudes. Et oui, parce que la science que les choses auront bougé. Aura évolué. Allez, on se retrouve dans un instant et on donnera la parole à Romain qui sera avec nous. À tout de suite. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat. Nous abordons les chirurgies réparatrices des organes génitaux avec Xavier Latouche qui est avec nous. Je rappelle, Xavier Latouche, que vous avez un site amiplus.net si vous avez envie de savoir tout ce que Xavier Latouche peut faire pour vous. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut aider Romain qui est avec nous sur Sud Radio? Bonjour Romain. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Latouche. Bonjour Romain. Écoutez, alors la question évidemment de l'allongement du pénis, hein, ça c'est la vraie question qui concerne beaucoup d'hommes. C'est ça, écoutez, j'espère que ça ne concerne pas non plus trop d'hommes non plus, quoi. Moi, je sais pas si je suis concerné. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis posé la question, savoir si c'était possible ou si c'était des chirurgies réparatrices qui étaient limites finalement pour les cas de micro-pénis ou pour les choses comme ça. Et c'est vrai que on se pose plein de questions. Quelles sont les méthodes? Est-ce que ça a une incidence sur l'avenir? C'est-à-dire, est-ce que cette chirurgie réparatrice peut avoir est-ce que après dans le temps, est-ce que ça tient? Est-ce qu'il peut pas avoir des problèmes d'érection? Et puis surtout, quelles sont les possibilités finalement d'augmentation, quoi? Est-ce que c'est quelques millimètres ou est-ce que c'est plus? Donc voilà, c'est le sujet Non, mais vous avez raison, Romain. De toute façon, il faut aborder le sujet parce que c'est dans la tête de beaucoup d'hommes, quoi qu'on en dise, même des hommes qui ont une taille correcte. Je rappelle la taille européenne du sexe masculin. Donc, elle est mesurée en érection à la base donc du pénis. Hein, donc, on met la règle contre le pubis et on mesure jusqu'au bout du gland. Et en Europe, c'est entre 13 et 16 cm. Hein, c'est bien ça, Xavier Latouche? J'ai bien retenu ma leçon. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est la taille au repos, puisqu'on a aussi des normes européennes qui sont et très variables suivant les hommes. C'est incroyable. Hein. Oui, mais il y a des chiffres qui ont été publiés sur une enquête récente et on est entre 4 et 8 pour la taille au repos. Mmh. Et c'est vrai que parfois on voit des sexes au repos, on se dit oh là là, et puis finalement ça grandit et on a une surprise. C'est très variable. C'est pour ça que le complexe du vestiaire, hein, ce qu'on appelle, Romain, le complexe du vestiaire, je suppose que vous savez ce que c'est. Hein, c'est les hommes qui sont sous la douche entre eux et puis qui ont l'impression que leur sexe est tout petit par rapport au sexe des autres, mais ça veut pas dire grand chose parce que comme vous êtes a priori pas en érection quand vous êtes dans le vestiaire, c'est pas une valeur sûre. Alors, il y a aussi des faux micropénis. Ce sont les hommes qui sont un petit peu enveloppés, un petit peu grassouillés du ventre et du pubis. Et à ce moment-là, la verge est enfouie. Et donc, il y a au repos 2 cm ou 3 cm qui disparaissent sous la graisse. Qui disparaissent sous la graisse, qui sont enfouis. Et c'est donc pas un micropénis, c'est un pénis enfoui. Et alors, quelle est la taille d'un micropénis, puisqu'on est là en train de donner des chiffres? C'est moins de 3,5, 4 cm. En érection? Non, au repos. Au repos? Oui. Et en érection, c'est combien, micropénis? Alors, c'est un petit peu variable, mais au-dessous de 10 cm, on peut considérer que c'est un micropénis. Ah oui, quand même, déjà. Moi, je dirais que c'est déjà 10 cm. Il y a quand même pas mal d'hommes qui ont 10 cm et qui sont pas forcément... en érection, c'est... Totalement... Vous avez complexé plus d'un, là. Oui, je trouve, hein, Romain. Enfin, moi, je trouve que quand même, non, mais en fait, Xavier Latouche, vous êtes dur, là. Je suis... Merci. Non, pourquoi je réponds ça? Parce qu'en fait, le micropénis, il est calculé au repos. Oui, d'accord. C'est la taille du micropénis, c'est au repos qu'on la considère, étant donné que l'érection, elle, effectivement, est assez indépendante de ça. Et, d'accord. Voilà. Et c'est la seule indication qu'accepte la sécurité sociale pour faire un allongement, d'ailleurs. Hein. Alors justement, Romain veut tout savoir. Qu'est-ce qu'on peut gagner et quels sont les risques et quels sont les inconvénients et les avantages, Xavier Latouche? C'est ça que vous voulez savoir, Romain. Hein. Tout à fait, ouais. Oui, alors je vais vous dire tout de suite que je suis pas du tout favorable à cette intervention, sauf dans les cas de micropénis. Pourquoi? Quels sont les avantages? Les avantages, c'est un gain d'environ 2 cm, 2 à 3 cm au repos. Mais on n'a pratiquement aucun gain à l'érection. Première chose.
Deuxième chose, l'intervention qui consiste à faire n'est pas véritablement un allongement du pénis, mais un avancement du pénis. C'est-à-dire qu'on va sectionner les liens qui existent entre les corps caverneux et le pubis de façon à faire avancer l'ensemble, faire ressortir. C'est pour ça qu'on peut pas aller au-delà de 2 cm, 2 cm et demi, puisque c'est une avancée. Par contre, il y a un inconvénient majeur, c'est que cette attache du corps caverneux au pubis donne la stabilité du pénis en érection. Et donc, après intervention, il y a pas de direction du pénis. On perd le gouvernail, quoi. On perd le gouvernail. Et donc, ça peut quand même présenter quelques inconvénients. Et notamment quand, par exemple, en érection, en général, le pénis est relativement horizontal et après l'opération, il va être plutôt vertical, hein, par exemple. Voilà, par exemple. Pour que tout le monde comprenne bien, on est à la radio. Alors ou bien, il va aller à droite ou à gauche. Il n'y a pas de contrôle. Il reste pas en face. Il vote pas au centre, quoi. Il vote pas au centre. Voilà. Donc, ça, c'est un premier inconvénient. Deuxième inconvénient, il y a quand même un taux de complications relativement élevé avec des infections, des nécroses cutanées, etc. Parce qu'il suffit pas d'avancer les corps caverneux, il faut aussi allonger la peau, donc il faut faire des plastiques cutanées. Et troisième inconvénient, comme ces cicatrices sont à l'intérieur de la zone pileuse, que vous soyez rasé ou que vous soyez chevelu, de toute façon, on voit quand même les cicatrices et elles sont souvent importantes. Voilà. En résumé. C'est pas la joie. Hein. C'est pas la joie. C'est pour ça que ce sont, à mon sens, des conséquences qui sont acceptables en cas de micropénis, mais qui ne sont pas acceptables pour un pénis d'une taille normale. Ça n'a aucun intérêt pour une taille normale. Ça n'a pas grand intérêt. Je crois qu'il vaut mieux perfectionner ces pratiques plutôt que de se faire opérer. Bon, il reste la greffe, hein, tant pis. Il y a les jouets, hein, vous prenez un artifice supplémentaire de temps en temps, et puis voilà, hein, Romain. Ouais, alors, par contre, le grossissement, l'élargissement de la verge, ça, c'est quelque chose qui est effectivement plus efficace. Si sur un pénis normal, on peut très bien faire des injections de graisse, un lipofilling, vous prendre de la graisse sur le ventre, si on en trouve, et l'injecter au niveau du pénis. Ça va permettre d'obtenir un gain sur la circonférence, que l'on retrouvera en érection. Là, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de risque grave en tout cas, et ça peut être effectivement tout à fait efficace. On peut recommencer quelques années plus tard si on a perdu un petit peu de volume. Mais c'est la seule chose que je serais tenté de préconiser plutôt que l'allongement. Oui, et en même temps, ça pas. Enfin bon, je sais bien que on peut avoir un pénis plus large, mais c'est pas forcément ce que les hommes ou les femmes recherchent. Est-ce qu'on perd pas non plus en dureté? Je sais pas, je pose des questions. Hein. J'ai l'impression que ça fait un peu pneu, non? Un pneu gonflé, non? C'est un peu l'image que j'avais aussi, là. Romain, Romain me suit. Non, mais je sais pas, hein, j'essaye de comprendre. J'essaye de faire marcher mon imagination aussi en fonction de ce que vous dites. Non, si, vous avez raison, dans ce sens que ce que l'on peut augmenter, c'est le fourreau de la verge. Bah oui. Mais par contre, le gland lui-même garde la même taille. C'est ça, oui. C'est comme une femme qui aurait mis une jupe trop large, quoi. Voilà, un petit peu. C'est pas très esthétiquement. Moi, je le conseille pas. Hein. Mais enfin, si un homme se sent mal à l'aise parce qu'il a un pénis un peu limite, etc. C'est vrai que ça peut lui redonner une certaine confiance en lui. Alors, juste une question pour terminer. Alors, du coup, tous les systèmes d'allongement avec les pompes et les machins, enfin, tous les trucs qu'on voit des fois sur les sites de jouets, donc ça a une incidence ou pas du tout? Écoutez, je peux pas m'engager absolument. Moi, je vous dirais que pour moi, c'est uniquement du marketing.
Ça n'a pas d'intérêt. De toute façon, c'est pas un muscle, donc si on tire dessus, on peut plutôt risquer de faire des dégâts que d'allonger le pénis. Hein. Ça me paraît assez évident. On risque de provoquer une fracture de la verge ou même des choses assez. Donc moi, je vous conseille franchement d'apprendre à aimer votre pénis et puis de bien vous en servir. Et puis vous avez d'autres choses. Vous avez des mains, une bouche, et puis voilà. Hein. Et puis que si vous avez envie de conseils, vous nous appelez sur Sud Radio. On est toujours là, prêt à vous donner des tas de conseils très pratiques. Merci Romain, en tout cas, de votre question qui brûlait certainement la lèvre de beaucoup d'hommes. On se retrouve tout de suite après les infos. Vous pouvez continuer à poser vos questions.